Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du LTP Demande Conseil. Bienvenue, je suis vraiment hyper content de vous retrouver. Et pour une fois, et contrairement à d'habitude, j'ai décidé de faire une petite intro moins préparée et de vous parler un petit peu ouvertement pour vous faire passer quelques petits messages liés au projet du LTP. Et pour commencer, et dans ce nouvel épisode du LTP Demande Conseil, nous allons parler de trail et d'hydratation. Et nous allons découper cet épisode en 3 parties. Dans un premier temps, nous allons parler de la quantité de l'hydratation, dans un second temps de la qualité, et dans un troisième temps de la spécificité des terrains, des conditions météo, etc. J'espère que cet épisode va vous plaire. En tout cas, moi je me suis régalé à l'enregistrer avec Manon et je la remercie de nouveau de nous avoir fait profiter de ses connaissances. Et enfin, et après je vous laisse profiter de l'épisode, je souhaite saluer toute la communauté des Patreons qui me soutient. Donc je pense à Maïté, Pierre-Olivier, Yann, Michael, Christophe, Gilles, Fabrice, Aurélie, Hermano, Patrick, Frédéric, Charles et Axel. Alors je sais que le concept de soutien via une plateforme participative peut rebuter, mais sachez que voilà, il y a rien d'obligatoire, vous pouvez vous abonner, vous désabonner comme vous le souhaitez, et ça vous permettra de bénéficier des contenus exclusifs que je propose régulièrement, surtout de pouvoir intégrer une communauté hyper bienveillante et constituée de personnes vraiment exceptionnelles que sont tous ces soutiens. Je vous confirme vraiment que c'est une belle équipe. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et on vous réservera le plus beau des accueils. Et je tenais aussi par la même occasion à vous remercier tous les auditeurs du LTP, et j'espère que notre aventure continuera le plus longtemps possible. Allez, j'arrête pour aujourd'hui, je vous laisse profiter de la conversation et de toutes les informations que nous a offert gentiment Manon Board. Aujourd'hui, je suis avec Manon Board. Manon, salut, comment vas-tu ? Salut Nico, écoute ça va plutôt bien. On prépare gentiment le printemps, le début d'été sur Besançon, et puis je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode autour de la nutrition. Eh ben nous aussi on est vraiment très très ravis que tu nous rejoignes de nouveau. Les retours sur les épisodes précédents ont été agréablement reçus et j'ai eu des très très bons retours. Donc on est très 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 content que tu sois avec nous. Tu disais en off que tu avais le planning un peu chargé en ce moment, que les journées de 24 heures ne sont pas assez longues pour toi. Ouais, je rêve secrètement que les journées durent au moins 48 heures. C'est vrai qu'avec mon job, mon métier de diététicien nutritionniste qui me prend pas 35 heures par semaine mais beaucoup plus les spécificités et plus les entraînements en ce moment, c'est particulièrement chargé, mais quand on aime, on compte pas, il paraît. C'est clair. Alors aujourd'hui, maintenant, j'ai fait appel à toi pour un sujet bien spécifique qui est lié à la nutrition notamment. C'est le sujet de l'hydratation dans le trail running. Et c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, moi. Je te donnerai un petit peu mon expérience, mes expériences diverses et variées plus tard. Mais voilà, je tenais à faire appel à toi pour un sujet qui est hyper intéressant, notamment dans le trail running, et qui, je pense, va intéresser la majorité de nos auditeurs. Je suis ravie. En plus, c'est un sujet qui fait quand même pas mal controverse depuis les années 2000, 2000-2010, puisqu'il y avait beaucoup de croyances autour de l'hydratation, notamment à l'effort, et je pense que la plupart des auditeurs vont apprendre pas mal de billes et de points par rapport à ça. Avant de commencer, j'aimerais juste faire un petit coucou à Thomas Laure-Blanchet qui a lancé avec ses 2 compères un podcast qui s'appelle De la borne plein les oreilles, et dans un des derniers épisodes de ces dernières semaines, il parle longuement de cet aspect-là. Je vous invite à aller écouter cet épisode qui est super sympa. Tu le connais ce podcast, Manon ? Alors oui, mais j'ai jamais entendu. Je suis plutôt à écouter la nature quand je cours, et j'avoue qu'une fois par semaine sur les sorties longues, je mets plutôt tes podcasts à toi, mais j'irai écouter d'autres podcasts à l'occasion. Écoute celui-ci, il est super sympathique, il est bien dynamique et tout. Allez, on commence. On commence notre sujet. Déjà, on va découper le sujet de l'hydratation en 3 parties. On va parler tout d'abord de la volumétrie, donc de la quantité. Ensuite, on va parler plutôt de la qualité.
de l'hydratation. Et ensuite, on va parler de la spécificité, notamment liée aux conditions météorologiques, au terrain, etc. On commence par la quantité. Donc, comme d'habitude, et à chaque fois, j'ai toujours des questions d'auditeurs. Donc là, j'ai une question de Loïc Box Trail. Alors, il me pose la question, faut-il boire toutes les X minutes ou à sa soif? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment Thomas Laure Blanchet en parlait lors de son épisode, il y a un peu deux écoles, deux teams comme on dit. Il y a ceux qui estiment qu'il faut boire à la sensation et ceux qui estiment qu'il faut boire selon un programme bien établi. Qu'est-ce que tu en penses? Alors là, c'est un vaste sujet et c'est à nuancer. Alors c'est sûr que les besoins physiologiques, hein, les besoins, la faim, la soif, bon, à la base, on nous a appris depuis tout petit à répondre, à détecter les signaux et à y répondre. Sauf que quand on parle de certaines conditions propres à l'effort et compagnie, bah, ça se complique un petit peu. Alors c'est vrai qu'à la base, l'hydratation, c'est quand même fait pour répondre aux besoins hydriques, que ce soit le statut hydrominéral, donc en eau et aussi en électrolytes, en minéraux. Et d'autant plus à l'effort, puisque bah, à l'effort, on en a déjà besoin de ces électrolytes, de ces minéraux, pour, on va dire, euh, au niveau métabolique, hein, pour produire de l'énergie, pour pallier aussi aux pertes sudorales ou aux pertes voilà, urinaires, aussi aux petites pertes digestives qu'il peut y avoir. Et puis bah, l'eau, c'est tout simplement celle qui permet aussi d'assimiler les nutriments et les micronutriments. Donc si on a envie aussi d'apporter de l'énergie au corps, bah, il faut pouvoir aussi boire pour apporter cette énergie. Donc en fait, voilà, l'hydratation, elle a quand même plusieurs intérêts. Et à l'effort, ce qui est pas simple, c'est de boire suffisamment, mais non plus pas trop. Donc ça, c'est aussi voilà, dans le côté de la question de Loïc par rapport à X temps, ce qu'on a beaucoup entendu, j'imagine que c'est sa question, c'est les 150 à 200 millilitres qui sont donnés toutes les 15 à 20 minutes. C'est souvent ce qu'on Mhm. lit, ce qu'on a entendu. Sauf que ça, bah, entre un grand gabarit d'1,80 m puis un petit gabarit d'1,50 m, on imagine bien que les besoins énergétiques ils sont pas les mêmes, donc les besoins hydriques ils sont aussi bah, pas les mêmes. Et puis ça dépend bah, de plein d'aspects, bah, du gabarit, ça j'ai pu te dire, du niveau de sudation. Tu disais tout à l'heure en off que tu étais un Zidane un peu, un Zidane Tout du à fait. trail. Exactement. On m'appelait comme ça d'ailleurs quand je jouais au foot. Bon, c'était pas pour les qualités footballistiques, mais c'était uniquement comment dire, ma caractéristique sudorale. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, tes glandes sudoripares Voilà. qui ont Qui sont très voilà, très actives. c'est ça. Donc pas de qualité footballistique de ton côté, dommage. Non, pas. Mais Non, voilà, non. en tout cas, voilà, un niveau de sudation qui est très différent d'une personne à l'autre, hein. Sur une heure d'effort, dans les mêmes conditions, on peut perdre enfin voilà, quelqu'un peut perdre 500 millilitres et puis d'autres personnes peuvent perdre 1,5 litre. Donc ça, c'est, voilà, il y a quand même des grandes disparités par rapport à ces pertes sudorales. Les conditions atmosphériques, bien entendu, hein, parce que, voilà, pour les moyennes qu'on peut donner au niveau de l'hydratation, on est souvent sur des moyennes de 500 millilitres par heure. Bon, en fonction des conditions météo, on peut être aux alentours des 300 quand il fait froid et puis 800 millilitres quand il fait chaud pour une même, voilà, pour une même moyenne à 500. Quoi. Aussi au niveau de la durée et de l'intensité de l'effort, et ça, bien entendu, c'est très, voilà, c'est très différent. Et plus on va faire du long, plus on va dire, notre sudation, elle diminue avec le temps. Notre corps, il s'adapte, on est une belle machine, hein, donc notre corps s'adapte très bien avec le long. Et puis plus on fait des efforts intenses, plus on a quand même des pertes de sudorales qui sont importantes, mais plus c'est lors de la récupération qu'on pourra faire le job par rapport à ça. Quoi. Donc ça veut dire que c'est très personnel, c'est très dépendant de chacun, ça dépend beaucoup des conditions environnementales et que les moyennes qu'on peut donner, ça reste que des moyennes. Donc pour ça, il faut apprendre à se connaître et il faut surtout s'entraîner à boire, essayer de connaître un petit peu ses propres besoins et ça se teste sur des entraînements. Alors on va dire que le truc un peu tout bête, ce qui peut être testé, c'est pour différentes conditions atmosphériques de se peser avant et après un effort. Ah, j'allais te poser la question justement, parce que moi j'y ai souvent réfléchi à cette solution-là. Se peser avant et après sur une période donnée, Hmm. sans s'hydrater, alors j'imagine, et voir combien on a perdu de poids en fait. Alors si, en t'hydratant, parce que l'idée c'est quand même pas de te mettre en danger par rapport à ça, mais tu t'hydrates, sauf que tu Mhm. quantifies ton hydratation. C'est-à-dire que D'accord. si tu pars sur 2-3 heures de sortie, par exemple,
tu fais bien, voilà, tu remplis bien tes flasques en calculant un petit peu voilà, ton apport. Si tu urines, là c'est là où c'est Ouais, un peu plus compliqué, mais tu quantifies aussi bien tes pertes par rapport à ça. Bon, souvent sur 2-3 heures, bon, ça peut arriver même qu'on n'urine pas hein, en soi, donc c'est quand même assez simple. Tu te pèses avant, tu te pèses après. Tu vas tu vas retirer en fait l'apport, ajouter pardon l'apport hydrique que tu vas apporter, et tu vas diviser par ton temps d'effort, et tu vas pouvoir avoir ta quantification, ta perte sudorale sur 1 heure. Et ça, c'est l'idée quand même de répéter ça sur des conditions un petit peu différentes. Quand il fait 10 degrés, quand il fait 25 degrés, voilà, que tu as un petit peu d'accord. une idée. Et ça va te permettre en course de un minimum, ou sur des efforts longs, hein, planifier un petit peu et calculer un petit peu tes besoins, hein, tes apports à pallier, en sachant qu'il faut quand même jamais, malgré tout, pallier jusqu'à 100% des apports hein. Sur du long ou sur du court, c'est pas possible. Ah oui, oui, c'est une solution à laquelle j'avais pensé et tu vois, bah, tu confirmes que c'était une bonne solution et je le ferai parce que moi, comme je le disais, comme on le disait en off tout à l'heure, c'est vrai que je suis quelqu'un qui transpire beaucoup et parfois ça m'inquiète. Alors là, tu me rassures par deux manières en me disant que plus tu vas dans le long, plus le corps s'adapte et donc du coup, meilleur on est sur cet aspect-là. Et là, tu me rassures en me disant il y a des moyens de savoir exactement combien tu peux transpirer et par ce biais-là, c'est hyper intéressant, je trouve. Tout à fait. Après, moi, ce que je préconise quand même, c'est que j'invite quand même à ceux qui font du long à faire, à expérimenter quand même, essayer d'analyser un petit peu leur perte sudorale pour pouvoir, et surtout s'ils sont un petit peu en défaut par rapport à leur hydratation à l'effort, si des fois ils boivent trop, si des fois ils boivent pas assez, si voilà, ils ont eu déjà un petit peu des coups de chaud, ou justement voilà, des problématiques qui peuvent aussi revenir au fait qu'ils boivent trop. Ça peut vraiment permettre d'avoir un petit peu plus de billes pour adapter son effort. Après, sur du court, en dessous d'1 heure et demie d'effort, il n'y a pas besoin de. Voilà, c'est surtout en récupération que le job de compenser les pertes va se faire. Mais si on est un Zidane comme toi, on perd beaucoup de minéraux, hein, du calcium, du magnésium, beaucoup de sodium surtout, en plus d'autres électrolytes qui sont indispensables au bon fonctionnement. Et si on fait du long, il faut pouvoir au moins quantifier ces besoins-là pour pouvoir trouver un bon volume, et puis aussi une bonne boisson qui nous convient bien à nous si on a des pertes importantes. Ça répond donc du coup à la question de Lotier de bar sur Instagram. Quelle quantité d'eau boire en course trail et en conditions de température normale? Ben, tu viens de le dire. C'est dépendant de chacun. Et on peut avoir une belle idée de ce qu'on dépense en faisant ce petit test poids avant-après. Donc ça c'est cool. La question de Maïté, quelle quantité boire sur une course qui dure entre 4 et 7 heures et que boire exactement? Alors la boisson d'effort, l'eau simple, l'eau avec de l'électrolyte. Elle dit, je me questionne sur la quantité car je ne bois pas beaucoup, environ 250 millilitres maximum par heure d'effort et je n'ai pas de soucis. Or, j'entends souvent qu'il faut boire environ 400-500 millilitres par heure. Alors Maïté, je la salue, elle devait être avec nous aujourd'hui. Elle a eu un petit empêchement et je la salue et la remercie par la même occasion parce qu'elle est une de mes fidèles soutiens Patreon. Donc je la salue. Est-ce que tu peux répondre à la question de Maïté maintenant, s'il te plaît? Eh ben oui, j'aurais bien voulu la rencontrer également, mais pour répondre à sa question, alors c'est vrai que, et qui est très légitime, hein, les risques en fait par rapport à ces temps d'effort un peu prolongés, au-delà de 4 heures à 6 heures, on peut dire que à partir de ce temps-là, il faut pouvoir vraiment veiller à avoir des volumes quand même en hydratation, et puis aussi une qualité de boisson qui fasse vraiment le job, dans le sens où on a des risques par rapport à la déshydratation, et ça on en a largement entendu parler, mais on parle aussi de hyperhydratation, surhydratation ou hyponatrémie, sauf que l'hyponatrémie c'est pas que lié à la surhydratation, c'est aussi lié au fait qu'une boisson ou un apport hydrique ne soit pas adapté en termes qualitatifs, notamment au niveau des apports en sodium. Donc pour répondre un petit peu à sa question, c'est vrai que 250-300 ml, on peut se questionner. C'est plutôt des petits apports, certes, mais après, comme je disais, hein, les apports moyens, on est aux alentours des 500 ml par heure. Tout dépend de son gabarit. Et ça peut être aussi voilà, aux alentours des 300-400, c'est pas non plus. Et le risque, c'est quand même, au-delà d'un certain temps d'effort, de trop s'hydrater, de trop diluer son sodium, donc c'est ce qu'on appelle l'hyponatrémie.
c'est ce qu'on retrouve notamment par exemple dans le cadre des marathoniens. Hein. On sait qu'à peu près 20% des marathoniens sur des efforts, donc ils sont entre 2 et 3 heures hein, quand même, hein, c'est pas des efforts très très longs, sont en état d'hyponatrémie, c'est-à-dire qu'ils ont un sodium qui est noyé et de ce fait un liquide en fait extracellulaire qui est dilué. Et quand le liquide extracellulaire il est dilué, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le liquide à l'intérieur des cellules vient justement pour permettre un équilibre en fait au niveau des différents milieux voilà, liquidiens au niveau de l'organisme. C'est un effet d'osmose, hein, ni plus ni moins. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les cellules en fait gonflent et ça fait des œdèmes. Donc ça c'est quand même problématique. Hein. En fait, on parlait de perte de poids sur l'effort. Ça peut montrer une déshydratation, en tout cas minime. Hein. Après, la déshydratation poussée, c'est au-delà de 3-4% de perte de poids sur un effort. Ça peut commencer à avoir un impact même sur le corps. Mais en dessous de 2-3%, on n'est pas sur quelque chose de dramatique. C'est même, on va dire, physiologique et normal. Et le risque, ça serait justement de trop boire. Mais quand on prend du poids sur un effort, ça, c'est dramatique. Quand il y a des œdèmes et quand voilà, on fait de la rétention d'eau, là, c'est beaucoup plus problématique et ça peut, dans la plus grande gravité, en tout cas, aller vers le coma, vers la confusion, vers voilà, un petit peu des délirements, des choses comme ça. Donc, ça, c'est beaucoup plus problématique. Alors, le problème de ces risques entre hydratation, surhydratation, hyponatrémie et déshydratation, c'est qu'en fait, les signes, ils sont les mêmes. Alors, c'est pas simple. Il y a beaucoup de confusion, de vertige, des nausées notamment, de la fatigue. Mis à part les œdèmes, qui sont des signes quand même vraiment très tardifs de ce phénomène d'hyponatrémie, c'est pas toujours simple de savoir si on est plutôt déshydraté ou si on est plutôt trop hydraté. J'ai eu quand même quelques invités, notamment je pense comme ça à Fabien Antolinos ou Bob Crowley qui m'ont fait état d'une belle frayeur par rapport à l'hyponatrémie. Ça peut aller jusqu'au décès, hein, me semble-t-il. Hein. Complètement, ouais, jusqu'au coma. Hein. Donc c'est là où il faut vraiment veiller à avoir des volumes pas trop conséquents, à bien se connaître et surtout avoir une boisson et une hydratation qui soit bien menée et bien complète et qui n'ait pas que des glucides et de l'eau. Enfin là, pour le coup, les besoins sont bien plus détaillés et les électrolytes, ils ont tout leur intérêt. Au final, le sodium, c'est ce qui permet de faire rentrer l'eau et faire rentrer aussi les nutriments dans les cellules. Donc si on n'a pas suffisamment de sodium, à un moment donné, la machine, elle se bloque, quoi. Et ça part dans l'autre sens. Donc, voilà, on va se déshydrater pour diluer, en fait, le contenu du tube digestif. Et ça peut être aussi dramatique. Donc en gros, l'hyponatrémie, c'est un apport trop important d'eau qui diminue le taux de sodium dans le sang, si j'ai bien compris. Alors, ça peut être soit ça, soit un apport trop important en eau qui va diluer, soit un apport pas suffisant en sodium, hein, mais on a un bon volume en fait hydrique, mais un apport insuffisant, donc des boissons qui sont insuffisantes au niveau des apports en sodium. Et là, juste, c'est souvent le cas, quand même. C'est souvent le cas. C'est soit on est sur des efforts longs, très longs, et le sportif ou le coureur est pas bien habitué à boire et il boit beaucoup trop, soit la plupart du temps c'est un apport en sodium qui est trop limité dans le temps et bien souvent les boissons il faut qu'elles soient au moins dosées à 300 à 400 mg de sodium par heure d'effort sur du long, hein, au-delà des 4 à 6 heures comme précisait Maïté. Là on commence à parler un petit peu spécificité et approche un peu différente par rapport à l'hydratation, mais en dessous de ce temps-là, si on est un petit peu en dessous du sodium, c'est pas dramatique si on n'a pas des conditions atmosphériques particulières, quoi. Mais voilà, il faut pouvoir avoir des apports en sodium et choisir, lire les étiquettes et pouvoir avoir au moins ces taux-là qui conviennent, quoi. Alors, c'était pas prévu initialement, mais comment tu procèdes, toi? Je crois que tu fais du long, hein, parfois. Comment tu procèdes au niveau hydratation? Tu te mets des petits rappels? Comment ça se passe chez toi? Alors, sur le long, ce qui est pas évident, c'est que la sensation de soif, à un moment donné, elle est un petit peu confuse avec plein d'autres aspects, hein, la bouche sèche, l'anorexie, voilà, la gueusie, enfin le goût qui change, Hmm, parce que hmm. voilà, on a moins de salive, c'est très très compliqué de pouvoir boire suffisamment sur le long. Alors moi, j'avoue que j'alterne beaucoup avec des bouillons pour me permettre d'avoir toujours ces apports en minéraux,
avec l'apport en sel notamment. Après, moi, j'ai pas des grandes pertes sudorales, hein, je suis plutôt une frileuse et pour que je sue, faut vraiment qu'il fasse quand même chaud. Donc déjà, ça Mhm. me permet d'avoir, puis je suis un petit gabarit, donc j'ai quand même moins besoin de boire, mais je suis à peu près sur des 400-500 millilitres par heure sur du long, et j'alterne le plus possible avec du salé, avec de l'eau, avec de la Vichy Saint-Yor coupée avec de l'eau simple, hein, pour pas que ce soit non plus trop riche en minéraux. Et j'alterne aussi avec ces bouillons qui me permettent en tout cas de garder une palatabilité et puis des apports en sodium et coupé avec la boisson de l'effort qui, à la longue, voilà, peut être un peu écœurante et je Mhm. commence avec elle, je finis avec elle, mais entre-temps, j'alterne avec plein d'autres apports hydriques divers et variés. Voilà. On va en terminer avec la première partie de la quantité. C'était très clair, merci. Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil, moi qui sue beaucoup, si je venais à faire mon premier ultra? Euh, Tu me conseillerais, parce que évidemment on parle toujours du tempo d'hydratation, mais au bout d'un moment, comme tu le disais tout à l'heure, là, on est plus forcément clairvoyant dans sa tête et dans son esprit pour s'hydrater correctement. Qu'est-ce que tu me conseillerais pour faire en sorte que mon hydratation soit bonne? En tout cas, déjà, je te conseillerais de prendre le départ en étant normo-hydraté, bien hydraté, mais pas trop non plus, hein. Ça, c'est aussi le Mhm. risque, hein, de boire beaucoup trop avant le départ. D'apporter dans les jours avant une eau minérale qui soit quand même riche en minéraux, pas trop en sodium pour le coup, parce que le sodium ne se stocke pas. Mais voilà, que tu puisses vraiment avoir un statut hydrominéral optimal avant de prendre ton départ. Et après, je te conseillerais dès le début de commencer à boire avec une boisson de l'effort qui soit bien ajustée en sodium. Donc, comme je disais, 300-400 mg par heure, c'est idéal. Et éviter les sodiums type chlorure de sodium ou citrate, pas citrate, pardon, chlorure de sodium et puis euh, hydroxyde de sodium, et plutôt être justement sur du citrate, malate de sodium ou du bicarbonate de sodium qui va permettre vraiment, en tout cas, une bonne assimilation si tu as voilà, des défauts un petit peu par rapport à ça. Je te préconiserais aussi d'éviter le plus possible les pastilles de sel. Si à un moment donné, tu te sens voilà, plutôt préféré de boire une boisson comme type Vichy Saint-Yor et tout, un ravitaillement ou des bouillons et tout, et surtout éviter les pastilles de sel qui vont avoir un effet inverse, puisque Ah, la pastille de sel elle a tendance à être tellement concentrée que là, le milieu du sang, le milieu intérieur au niveau sanguin va venir à nouveau diluer le compartiment liquidien du niveau du tube digestif. Et qu'est-ce que tu fais? Tu te déshydrates, donc tu gagnes rien. Donc pas de pastille d'accord. de sel, et puis être aussi sur un fractionnement, des petits apports, peut-être des petits volumes, hein, autant que faire se peut, pour toujours avoir une sensation de bouche quand même voilà, plutôt agréable, et être peut-être sur un fractionnement qui soit bien plus fréquent que 20 minutes. Hein. On est là pour le coup, si tu as des besoins et des pertes sudorales très importantes, il faut Mm. forcément t'écouter aussi par rapport à ça. Et puis aussi, peut-être des ravitaillements solides, semi-liquides, avec des apports, des aliments qui contiennent de l'eau. Donc voilà, de la pomme de terre, voilà, des purées, des choses comme ça qui permettent d'apporter quand même déjà aussi de l'eau via les aliments, parce qu'on l'oublie peut-être, mais il y a de l'eau dans la plupart des aliments. Donc voilà, Mhm. pensez aussi à ça. Allez, dernier petit point sur la quantité. Les flasques ou le camelback? Ah, ça c'est une très bonne question. Oui, alors les flasques, parce que vraiment, les flasques permettent d'avoir deux compartiments liquidiens différents. Donc si à un moment donné, il faut manger quelque chose, il faut diluer avec de l'eau seule et surtout pas avec de la boisson de l'effort. On est toujours dans cette histoire de permettre l'assimilation, limiter les troubles digestifs et optimiser voilà, vraiment ces échanges liquidiens. Donc si on mange quelque chose de sucré ou quelque chose de salé, on associe à de l'eau seule. Donc une flasque d'eau, c'est aussi très très bien et très intéressant quand on a un goût qui change ou quand on a une anorexie, voilà, comme je le disais tout à l'heure, hein. Et puis, ça permet aussi d'avoir sa boisson de l'effort qui soit peut-être un petit peu plus dosée et de pouvoir alterner avec de l'eau seule pour pouvoir voilà, être toujours dans cette histoire de dilution. Et le plaisir. Enfin, à un moment donné, si on a un goût qui change et juste le plaisir de boire de l'eau seule, ça peut aussi être important. Et le Camelback, le risque aussi, c'est qu'on ne se rend pas compte de la quantité qu'on prend. Ça, Exactement. c'est aussi... C'est là où je voulais t'amener en fait. oui. C'est très clair, merci beaucoup. On va passer à la partie qualité d'hydratation. Question de Max Free. Est-ce que les boissons de l'effort sont indispensables en ultra ou sur trail long?
Alors, au niveau de la qualité et le choix des boissons, c'est vrai que sur les efforts longs, il faut avoir quand même une boisson qui soit bien plus complète que des efforts courts, hein. En soi, en dessous d'une heure et demie d'effort, partir avec un petit peu d'eau simplement, ça fait le job. Entre, on va dire, une heure et demie, et puis jusqu'à 4 heures, entre 4 et 6 heures, on pourrait très bien partir qu'avec une boisson maison, en final, hein, qui soit composée éventuellement d'un peu de sodium, encore une fois, c'est important, on vient de le dire, et puis de glucides divers. Donc, par exemple, s'il peut y avoir du sirop ou du miel, ou voilà, des ajustements par rapport à des apports glucidiques qui sont simples, qui permettent d'apporter du glucose et plus ou moins du fructose, ça peut tout à fait suffire. Et par contre, quand on part sur du plus long, là, il faut des choix de glucides différents, du glucose, du fructose, éventuellement des dextroses de glucose, pour avoir une Il y a- assimilation plus prolongée, plus progressive. C'est Je te coupe, excuse-moi. maltodextrine, c'est ça, notamment? Voilà, des dextroses de glucose, voilà, c'est différentes molécules de glucose qui sont en fait, qui ont été entre guillemets prédigérées, qui vont être beaucoup plus assimilables, mais qui ne Mhm. soient pas non plus des glucides simples. Donc ça permet vraiment une diffusion de l'énergie beaucoup plus prolongée, et ça évite un petit peu les grandes variations glycémiques, voilà, pendant l'effort, même si, voilà, pendant l'effort, notre insuline marche beaucoup moins bien, et qu'il y a quand même moins ces variations au niveau de la glycémie. Donc, par rapport à ces efforts longs, toujours avoir des choix de glucides, enfin une variété de glucides différents. Pourquoi aussi? Pour optimiser l'assimilation énergétique, puisque le fructose, le glucose n'a pas les mêmes voies de pénétration intracellulaire. Donc, ça veut dire que si on apporte du glucose et du fructose, on apporte beaucoup plus facilement de l'énergie au corps. Et le fructose est assimilé au niveau du foie, le glucose est plutôt assimilé au niveau du muscle. Et on sait qu'on a des réserves de glycogène au niveau du foie et au niveau du muscle. Donc il faut toujours aussi essayer d'optimiser et de favoriser, voilà, la restitution de ces réserves en énergie. Et puis l'autre chose, c'est aussi les protéines, puisque à un moment donné, sur des efforts très très longs, les protéines, les fameuses BCAA, hein, les acides aminés branchés, permettent d'épargner le glycogène de réserve, donc de nous permettre de limiter aussi, voilà, d'aller stocker voilà, ces réserves en glycogène, en sucre de réserve, et aussi d'aller utiliser les protéines au niveau musculaire, hein, les fameux BCAA, notamment la lysine et la leucine, qui sont des acides aminés qu'on retrouve au niveau du muscle. Et si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Contre-performance, prise de blessure, on utilise de l'énergie où il ne faut pas, et on peut aussi avoir des fatigues, des coups de bambou, comme on dit, des fatigues centrales de par l'utilisation d'un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine. Quand on utilise ces protéines musculaires, on peut aussi sécréter de la sérotonine, et ça favorise quoi? L'endormissement et l'apaisement, et c'est pas du tout le moment, en tout cas, pour Mhm. s'endormir, voilà, pendant l'effort. Donc, les protéines pendant leur effort, elles ont aussi cet aspect-là, de garder de l'énergie et aussi de limiter voilà, les somnolences, en tout cas, à l'effort. Plus tous les besoins en électrolytes dont on a parlé, le sodium, le magnésium, le potassium, voilà, le fer aussi, notamment un petit peu, parce qu'on perd aussi du fer au niveau de la sueur. Et puis tous les antioxydants, le zinc, la vitamine C qu'on peut retrouver dans des boissons bien faites qui permettent de contrer un petit peu voilà, l'hypermétabolisme lié à l'effort. Donc il y a quand même des choses à regarder quand on choisit une boisson bien faite, une boisson de l'effort voilà, industrielle. Voilà, tu m'as fait une liste d'éléments à combler pendant l'effort qui est assez impressionnante. Là, si je comprends bien, faire la petite formule là, qu'on fait avec mon pote Thomas, eau, sel et sirop de menthe, ça va pour les efforts moyens, quoi. Moyenne durée, pas sur de l'ultra. Clairement, si on part sur de l'ultra, il faut vraiment plus intellectualiser son hydratation, quoi. Oui, tu as tout juste, hein. C'est vrai qu'on est sur de l'ultra, c'est soutenir l'apport énergétique. Oui, mais combien de temps? Des heures, voire des jours entiers. Et du coup, il n'y a pas que le soutien au niveau de l'apport énergétique qui doit être compensé. Il y a aussi tous les besoins liés à l'effort, aux minéraux, aux besoins spécifiques. Donc, on a parlé des BCAA, on a parlé des minéraux, même des oligoéléments comme le fer. Et c'est vrai que c'est des disciplines qui sont tellement énergivores et tellement spécifiques, traumatisantes, que les besoins sur du long, il faut absolument pouvoir apporter, au moins optimiser et décaler autant que faire se peut ces
ces déplétions, en tout cas, qui se passent au niveau de l'organisme. Donc sur des efforts courts, oui, la boisson maison, faite avec 3-4 aliments, ça peut aller. Et par contre, il faudra vraiment soigner sa récupération parce que c'est là où tout se joue. Et par contre, Mhm. sur les efforts plus longs, là, il faut avoir une stratégie et préparer son effort. Ça se prépare pas la veille ou la semaine avant, hein, ça se prépare quand même sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour tester des choses, expérimenter lors des entraînements et lors des sorties longues, oui, c'est sûr. Mm. Tu disais compartimenter. Est-ce qu'il y a justement un séquençage dans l'hydratation sur de l'ultra notamment? Toi, de manière personnelle, comment tu fais? Est-ce que tu bois différentes boissons en fonction du moment de la course? Comment tu fais? Alors, déjà, il faut aussi être dans l'écoute au niveau des envies, parce que comme on en parlait tout à l'heure, hein, l'anorexie, l'écœurement, à un moment donné, il faut aussi pouvoir s'écouter un minimum. Il faut avoir un plan dans la tête, mais il faut aussi pouvoir laisser une petite spontanéité et puis voilà, la perception, l'envie aussi, si elle parle, c'est qu'il y a aussi un besoin et il ne faut pas se forcer ni aller jusqu'à l'écœurement ni jusqu'aux nausées parce si on a décidé de prendre absolument sa soupe là ou sa boisson de l'effort là et que ça passe pas, faut laisser tomber. Hein, faut alterner avec une autre boisson, faut passer à de l'eau et puis y revenir plus tard. C'est pas grave, hein, c'est pas une fin en soi, mais il faut pouvoir s'écouter sur l'instant T. Moi, ce que je fais souvent en termes de séquençage, comme tu dis, je suis à peu près à 2 tiers d'apport liquide et semi-liquide sur mes apports énergétiques, en tout cas, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, mon apport hydrique m'alimente en grande majorité du temps. Donc, il faut quand même aller vers des boissons, comme je disais, quand même assez énergétiques, qui contiennent quand même des glucides, et puis sur des purées, sur des soupes qui t'apportent quand même un minimum d'énergie. Et puis après, c'est en fonction un petit peu des périodes. Hein, sur le milieu de journée, s'il fait chaud, je vais être plutôt sur des boissons type gazeuse, Vichy Saint-Thior, coupées avec peut-être des fois un petit peu de coca si vraiment il y a besoin un petit peu de sucre et que je supporte plus ma boisson de l'effort. Sur les périodes où on est plutôt en phase de nuit et tout, on sera plutôt sur des soupes de vermicelles, des potages. Enfin, il faut vraiment pouvoir aussi euh, s'adapter aussi aux conditions particulières, aux conditions atmosphériques et puis aussi aux besoins propres à l'énergie. Quand la nuit tombe, s'il fait plus froid, on aura besoin d'aider un petit peu l'organisme à se réchauffer. Donc c'est là où des boissons chaudes peuvent faire en tout cas le job et éviter vraiment les diurétiques, hein, tout ce qui est thé, café sur les courses, soda, voilà et compagnie. Il faut vraiment, en tout cas, enlever ça, être vraiment sur des boissons qui vont nous apporter avant tout des minéraux et une hydratation optimale. Quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est très personnel et très propre à chacun. Et voilà, le coca, moi je déteste ça en règle générale et ça m'est arrivé sur des courses d'avoir des goûts tellement différents que il y a des périodes où je rêvais de coca, quoi. Parce que j'avais besoin de sucre, parce que j'avais besoin de gazeux et ça m'est arrivé de boire des demi-gobelets de coca coupés avec de l'eau gazeuse alors que je déteste ça. C'est quand même, c'est là où, voilà, où il n'y a pas de règles, hein. C'est vraiment particulier. Hein. Le Coca à 10 heures de course, il n'y a rien de meilleur que ça. Le Coca, quand on arrive, dépasse les C'est 10 vrai heures, que c'est juste le paradis. Enfin, ça c'est personnel. c'est vrai. Euh, alors, merci, super pour la qualité de l'hydratation. Dans les grandes lignes, si tu pouvais nous dresser un tableau, si on peut récapituler un petit peu, de la variété, on peut pas se passer de la boisson de l'effort, de ton point de vue sur l'ultra. Et après, sur les petites épreuves, on peut faire un peu comme on veut, quoi. C'est un peu ça? Oui, tout à fait. Alors, si on récapitule vraiment pour une boisson de l'effort bien faite pour le long, et si on veut vraiment limiter les troubles digestifs et aller le plus loin possible par rapport à l'apport énergétique en ayant une petite alimentation à côté, ça serait des glucides différents, glucose, fructose et maltodextrine, en évitant aussi les apports en fructose des boissons qui contiennent beaucoup de fructose, puisque le fructose, à un moment donné, au niveau intestinal, il y a une saturation, et du coup, je ne vous fais pas de dessin, mais voilà, il faut éviter en tout cas les doses de fructose au-delà de 30 grammes, en tout cas par litre de boisson d'effort, ça c'est sûr. Avoir aussi des BCAA à hauteur d'au moins 1 à 2 grammes par heure d'effort pour vraiment prévenir de cette fatigue centrale dont on a parlé et puis épargner ce glycogène de réserve. Donc 1 à 2 grammes, ça va relativement vite, mais des fois il y a des boissons et souvent il y a des boissons qui ne contiennent pas du tout ce type de protéines de BCAA.
et toujours être sur ces apports en sodium au moins 300-400 mg par heure. C'est le strict minimum. Enfin, selon moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Et avoir une boisson qui contienne au moins des antioxydants, donc ça peut être de la vitamine C ou du zinc ou voilà un petit peu de vitamines type des vitamines E. Enfin voilà, tout dépend un petit peu des boissons, mais souvent c'est vitamine C et zinc, du magnésium et puis du potassium et la vitamine B qui fait partie aussi des obligatoires un peu de la réglementation par rapport aux boissons d'effort. Quand on dit denrées spécifiques à l'effort, on est obligé d'avoir des glucides, de l'eau et puis de la vitamine B. Donc de toute façon, elle est obligatoirement dans la liste des ingrédients. Et tout ça peut se retrouver dans une seule boisson ou, comme tu le disais tout à l'heure, on peut alterner la boisson de l'effort avec de la ceinture ou de la Vichy ou... Il y a certaines marques, et là je ne citerai pas de marque, mais il y a certaines gammes de nutrition et marques qui ont des très très bons, voilà, des très bons ratios par rapport à tout ce que j'ai pu citer là, qui en plus sont voilà, plutôt bien tolérés sur le plan digestif et puis plutôt bonnes au goût. Ça c'est quand même très important, hein, parce qu'une boisson, si elle est juste passable pendant l'entraînement, elle ne sera pas passable le jour J, hein, donc il faut qu'elle soit bonne comme un aliment, hein. Si l'aliment, si la barre énergétique qu'on a choisie, elle est bonne, si la boisson, elle est bonne, c'est très bien. Si elle est, ouais, bon, passable, correcte, ça passera pas longtemps, en tout cas. Donc, il faut vraiment que ça Mhm. soit adapté au goût de la personne et puis à la tolérance de la personne. Et en effet, il y a des boissons qui contiennent tout et on pourrait même faire des efforts qu'avec ce type de boisson. Par exemple, mon père, quand il a fait le défi là, voilà, le Du D+, record par rapport au dénivelé de positif, 24 heures, voilà, ouais. exactement. Spécificité de la pente, gros dénivelé positif-négatif. À un moment donné, au bout de 6 heures, il ne pouvait plus du tout s'alimenter. Il a tourné qu'à la boisson de l'effort. Que à ça. Impossible d'avaler autre chose que ça. Et du coup, ça l'a fait très bien. Il a pu aller au bout de son effort, soutenir son effort de 24 heures sans avoir de problématique digestive. Il a fait de 6 heures à 24 heures qu'avec de la boisson de l'effort? Non. Que ça. Si, si. Alterner avec de l'eau. Que ça. Ça alors. Comme quoi, Ouais, mais moi, sur mes ultras, C'est Patrick c'est Boire aussi, hein. oui, oui. Sur mon dernier ultra que j'ai fait, j'ai bu que de la boisson de l'effort et j'ai mangé une compote et 2 bars hein, sur 26 heures de course. Donc D'accord. ça laisse quand même aussi le fait qu'on peut tourner qu'à ça si vraiment on est en difficulté pour manger, et c'est mon cas par exemple, c'est aussi le cas de mon père, on peut tout à fait avoir une boisson qui fasse le job complet. Après voilà, il y en a qui aiment mâcher, il y en a qui aiment manger, il y en a qui ont Mhm. faim sur les courses, et ça vraiment moi je suis admirative, et c'est tout aussi bien hein, de pouvoir alterner un petit peu les aliments et les textures, hein, tout à fait. En ce qui concerne le qualitatif, petite question, quand on a besoin comment dire, d'une aide pour passer, on va dire, une dernière bosse ou quelque chose comme ça, on reste que sur du gel ou on peut utiliser aussi certaines boissons? Bah, j'ai même envie de dire, il vaudrait mieux utiliser la boisson dans le sens où le gel. Alors, tout dépend aussi du moment de la course. C'est vrai qu'encore une fois, si on est sur du court et puis qu'il nous reste une demi-heure, c'est vrai que le gel, il va avoir un effet, une assimilation assez immédiate. Mhm. Bon, après, le petit coup de bambou, le petit hyporéactionnel ou le petit coup de moins bien à la fin de l'effort, voilà, il peut quand même arriver. Mais bon, l'objectif, c'est de se mettre un petit coup de boost pour finir encore plus fort que quand on a commencé, donc ça peut être intéressant. Mais en fait, moi, j'irais plus dans le sens où si on veut vraiment éviter les troubles digestifs, éviter les problématiques, voilà, tutti quanti sur les courses, il vaudrait mieux avoir une boisson de l'effort qui soit quand même bien dosée et qui sera tout aussi vite assimilée et vite diffusée au niveau du sang pour avoir un apport énergétique et pouvoir, voilà, pouvoir en tout cas finir son effort voilà, dans les règles de l'art, quoi, en tout cas. Tu parlais tout à l'heure d'hyporéactionnel, si tu peux préciser. Oui, alors exact. Alors une hypoglycémie réactionnelle, en fait, des hypoglycémies, on en fait tous les jours, hein, au final, parce que quand on commence à avoir faim avant midi, ben, on est en hypoglycémie. Hein, c'est des sensations, des signaux qui sont différents. Sauf que les hypoglycémies vraiment fortes, elles sont relatives parce que ça veut dire on attend vraiment l'heure du repas et puis du coup, on a un taux de sucre qui descend aux alentours des 0,5, 0,6, 0,7. Ça dépend en fait de la perception de chacun. Hein. Toi, tu peux être en hypoglycémie à 0,6, comme moi, je peux être en hypoglycémie à 0,4 dans notre perception.
Donc on le vit différemment et plus on a l'habitude d'aller en chercher dans les hypoglycémies, et puis plus on va pouvoir bien le vivre voilà, sur des efforts ou en temps normal. Donc les hypoglycémies, elles sont normales. Par contre, les hypoglycémies réactionnelles, ce qui n'est pas normal, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on manque d'énergie, c'est surtout à la suite d'un apport, comme tu disais, d'un pic, hein, d'un apport trop important en glucides, ou d'une assimilation en tout cas trop poussée au niveau du glucide, ça fait un gros pic, et du coup là il y a une grosse décharge d'insuline qui est faite par l'organisme pour pouvoir stocker l'excédent sous forme de glycogène, et du coup qu'est-ce qui se passe? En fait on stocke trop, et on a cette hypoglycémie qui est très mal vécue là pour le coup, parce qu'elle est soudaine, et parce qu'elle est, elle est quand même assez, voilà, assez, comment dire, raide. Et si ça nous arrive ça à l'effort, je peux vous dire que déjà on est à l'effort, et en plus de ça, on a ce coup de malaise, cette fringale, ce coup de bambou, et voilà. Pour éviter ça, en tout cas, il faut éviter les rations d'attente juste avant un départ, et puis éviter aussi les aliments, les boissons trop concentrés en sucre, parce que le risque, encore une fois, c'est qu'il y ait une trop grosse décharge d'insuline, une heure, une demi-heure, une heure après, et qu'on ressente une hypoglycémie par la suite. En Donc sachant quand même qu'à si on veut du l'effort, coca, on boit du coca oui. zéro alors. Ah non, surtout pas. Surtout pas, parce que en fait, justement, les boissons light, c'est que le corps, il croit Il que c'est croit, du ouais, vrai sucre, il alors a qu'il y l'information. a aucun. Exactement. Il y a Mm, l'information comme s'il y avait du sucre, et du coup, il y a quand même une décharge d'insuline, et on fait encore une plus grosse hypoglycémie. C'est ça le risque. C'est pour ça que quand mince, on prend des boissons light, on a encore plus envie de sucrer, après coup. mince. Donc pas Ouais. de coca du tout alors. Pas de coca, si, ça, un petit peu, en sachant que le coca, c'est quand même assez acidifiant et pas forcément adapté à l'effort, hein, mais comme on le disait, des fois, on a tellement des envies et on n'arrive plus à boire que ça. Par contre, un coca qui est coupé avec de l'eau ou dilué, ça, c'est important. Hein, surtout pas pur, en tout cas. D'accord, très bien. Bon, c'est bon à savoir. Toujours d'être dans cette idée de dilution. C'est la base. Voilà. Très bien, c'est clair. Petite question de Jean-Michel Jason. Alors Jean-Michel, il m'a écrit et on communique, il est de Pointe-à-Pitre. Et donc du coup, sa question est bienvenue puisqu'il me dit, est-ce qu'il y a des éléments à prendre en compte dans l'hydratation, notamment en ce qui concerne les pays tropicaux? Ah, on salue les auditeurs des îles qui ont des conditions Ouais. idéales toute l'année. Nous, on sort seulement de la neige dans le Jura. Alors par rapport aux pays tropicaux, ce dont il faut faire attention toujours, c'est ces histoires de minéraux, d'apport en sodium, puisque comme on disait tout à l'heure, les pertes sudorales sont encore plus importantes, et il faudra vraiment permettre d'avoir une boisson qui soit peut-être même un peu surdosée par rapport aux teneurs que j'ai données tout à l'heure, hein, puisque là c'est vraiment des conditions spécifiques. Faire attention au niveau des ports de vêtements aussi. Les vêtements qui seront peut-être, oui, courts, mais des vêtements qui permettent vraiment d'être antitranspirants, autant que faire se peut, pour limiter en tout cas les pertes. Et puis après, c'est ni plus ni moins que les mêmes voilà, conseils que j'ai pu donner jusque-là, de pouvoir être dans le fractionnement, hein, autant que faire se peut, de bien écouter ses sensations de soif, parce que là, les sécheresses, il y a quand même pas mal de signes qui peuvent tromper. Et puis pour les petits gabarits, attention, parce que souvent les petits gabarits qui arrivent dans des spécificités, des environnements comme ça particuliers, ils auront tendance, eux, pour le coup, à trop boire. Donc, on peut arriver facilement à des hyponatrémies ou des surhydratations pour les petits gabarits qui se retrouvent dans des situations un petit peu pas connues, comme ça, un petit peu tropicales. Alors après, j'imagine que notre cher auditeur qui pose la question, il est quand même un peu plus accoutumé, un peu plus l'habitude. Donc je pense qu'il se connaît quand même aussi bien par rapport à ça. Et est-ce qu'on peut dire un petit mot sur les conditions venteuses notamment? Parce que les conditions venteuses, ça aurait plutôt tendance à tromper un peu la sensation notamment de sudation. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur ça? Oui, alors conditions venteuses ou même les conditions de froid, hein, parce qu'on pense que quand on a froid, alors souvent la soif, on la perd complètement quand il fait froid, ou quand il y a de la neige, ou voilà, conditions un peu spécifiques, ou l'altitude, hein, parce que là, les besoins au niveau de l'hydratation, quand on monte en altitude, on a des besoins qui sont plus importants, alors qu'on perd nos signaux. Donc ça, c'est quand même particulier. Donc là, il faudra avoir en tête le fait de peut-être se forcer un petit peu à boire un petit peu plus régulièrement, et pas forcément attendre d'avoir soif, ça c'est sûr. Mais toujours tester encore une fois une stratégie qui sur des entraînements puisse être
adaptable sur de la compétition. Les conditions venteuses, j'avoue que moi, chez moi, ici, il n'y a pas beaucoup de vent. J'ai jamais trop lu de travaux ou de choses particulières par rapport à ça. Par rapport aux conditions tropicales ou dans les contextes, les conditions extrêmes, oui, il y a beaucoup eu d'études et de travaux, mais par rapport au vent, j'aurais pas trop de billes d'apport par rapport à ça. Je suis désolée. Bon, tant pis. Non, non, mais c'était très clair. Il faut essayer de boire un petit peu plus et faire plus attention, parce qu'effectivement, on est trompé. Euh, Très bien. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu pourrais récapituler les points, les deux, trois points clés les plus importants sur ce sujet avant qu'on se quitte? Alors oui, en sachant que, comme on le disait, tout est une histoire de personnalité, de spécificité aussi par rapport aux conditions, se connaître, avoir testé des choses, expérimenté par rapport au volume et par rapport à la qualité d'une boisson, pour pouvoir vraiment adapter et mettre en place la stratégie, la plus à même de répondre à nos besoins, sur un effort bien ciblé. Connaître aussi son effort, hein, est-ce que c'est un effort qui va se courir voilà, dans telle température, avec tel dénivelé, pour pouvoir vraiment avoir imaginé tous les scénarios possibles pour pouvoir prendre les bonnes décisions à l'instant T et pas arriver voilà, dans la spontanéité, devoir prendre des décisions voilà, sans avoir réfléchi un petit peu en amont. Au niveau des volumes, on l'a dit, hein, il y a des besoins, on va dire, moyens qui sont de l'ordre de 500, 400, 500 millilitres par heure, mais ça, c'est vraiment des moyennes. Il faut pouvoir les adapter encore une fois aux conditions puis à ses propres pertes. Pouvoir calculer ses propres pertes, ça peut être très intéressant et peut-être à plusieurs reprises sur des conditions différentes. Ça paraît un Mhm. petit peu laborieux quand on en parle, mais en final, c'est pas si compliqué que ça et ça peut se faire sur 2-3 heures et ça suffit largement. Il faut juste penser à bien quantifier les pertes urinaires s'il y en a et quantifier les pertes hydriques s'il y en a. Voilà. Au niveau du choix de la boisson, là encore une fois, je ne citerai pas de marque, mais il y a des boissons qui sont très bien faites et qui peuvent permettre en tout cas, quand on fait des efforts longs, des boissons industrielles qui font vraiment le job et qui permettent de compléter un petit peu tous les besoins spécifiques, que ce soit énergétique ou que ce soit au niveau des électrolytes, au niveau des minéraux, au niveau des antioxydants. Et sur des efforts plus courts, là, on peut très bien faire avec sa popote maison, ou avec de l'eau seule quand on est sur des efforts vraiment très très courts. Voilà, il n'y a pas trop de règles. En tout cas, il n'y a pas de recette miracle. Encore une fois, il faut vraiment avoir lu, s'être documenté avoir testé les choses. Voilà, comme tout hein, dans la nutrition, c'est toujours cette nuance à apporter. On ne Hmm. répond jamais aux questions avec une vérité vraie. Et peut-être ce que je dis maintenant sera complètement différent dans 10 ans. Donc là encore, il faudra Mhm. composer avec. Et justement, puisque tu nous parlais de se documenter, tu nous conseilles quoi comme support? Alors moi, je conseillerais à ceux qui veulent vraiment avoir de la compréhension et des études scientifiques et qui ont déjà eu par exemple des problématiques par rapport à l'hyponatrémie et tout, d'aller voir les travaux de Tim Noakes. C'est très scientifique mais c'est très intéressant. Sinon, il y a les petits cahiers d'entraînement avec Pascal Balducci et Anthony Berthoud qui donnent beaucoup beaucoup de billes, notamment sur l'approche nutritionnelle, sur la préparation pour les ultras. Il y a aussi le site d'Anthony Berthoud, Santé et Nutrition, qui est vraiment un site très vulgarisé, très bien fait, avec des articles très intéressants. Le Pape Info aussi, qui fait pas mal d'articles intéressants par rapport à la nutrition. Et puis moi, je dirais, si vous voulez choisir une boisson d'effort qui est bien faite, il y a des comparatifs de boissons qui existent, que ce soit boisson d'effort ou boisson de récupération, ou tout produit de l'effort d'ailleurs, qui sortent tous les ans sur le site de Nicolas Aubino. Voilà, qui est vraiment voilà, sans conflit d'intérêt, sans qu'ils vendent voilà, ces produits. C'est un comparatif par rapport à la qualité nutritionnelle, par rapport au prix et par rapport aussi au côté voilà, gustatif, intérêt au niveau pratique, qui laisse Mhm. voilà, des bonnes billes pour ceux qui veulent tester. C'est parfait, Manon. Super. Eh ben écoute, je crois que ça a été rondement mené. On a parlé d'à peu près tout. J'espère que tous les auditeurs ont appris beaucoup d'éléments. Moi, en tout cas, ça a été le cas. Je te remercie énormément pour ces 50 minutes passées ensemble. Et ben merci à toi, c'est toujours un plaisir, ça m'a presque donné soif.
C'est vrai? Si tu bois si tu bois du coca, tu le coupes, hein. Fais attention. Bah là, je suis à la Rosana, mais j'avoue que à l'heure de l'apéritif, voilà, je serais tentée d'alterner et de fractionner avec d'autres boissons. Super. Manon, on se retrouvera pour le prochain épisode. Ça sera l'hydratation et la nutrition avant l'épreuve. Donc voilà, ça sera encore un sujet hyper intéressant. Oui, un vaste sujet. Juste avant juste avant l'été et les grandes échéances pour cette année, c'est un sujet qui peut en tout cas être, voilà, être pertinent et voilà, dans l'actualité aussi. C'est clair. Manon, merci beaucoup. Je te souhaite passer une excellente soirée et puis bon entraînement, bon boulot et plein de choses pour toi. Merci beaucoup, à bientôt. Salut Manon. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez appris pas mal de choses et que toutes les informations données par Manon Board vous aideront dans vos futurs défis. Moi j'ai passé un agréable moment en compagnie de Manon et je la remercie de nouveau d'avoir participé au LTP. Alors comme vous le savez, et si vous souhaitez nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, n'hésitez pas à taper Let's Try le podcast et vous trouverez les comptes associés. Si vous souhaitez être tenu au courant une fois par mois des informations du LTP et également de la marque de textile que nous sommes en train de créer avec mon ami Thomas, eh bien rendez-vous sur le site Let's Try le podcast qui a été mis à disposition par Ocha. Dans le descriptif du podcast, vous y trouverez un lien Linktree et ce lien Linktree vous amènera sur le lien d'inscription à la newsletter. Vous pouvez également nous rejoindre sur Patreon, comme je l'ai dit au début de l'épisode, en allant sur patreon.com/Let's Try le podcast. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du LTP, et d'ici là n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut!